Et on se demande par quel miracle les recettes d'une gouvernance rationnelle, extractive et maximaliste développée en Chine ancienne se retrouvent dans les méthodes de benchmarking, dans les sortes de philosophies des managers contemporains qui utilisent d'ailleurs allègrement et à tort et à travers les recettes ou les stratagèmes d'un Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre, pour gérer leur entreprise ou faire leurs affaires. Il y a cette espèce d'étrange connivence, mais je crois que dans l'histoire européenne, on est arrivé par un autre cheminement avec les nombres, à peu près aux mêmes méthodes et aux mêmes techniques à un certain moment. Aujourd'hui, évidemment, tout converge et des Occidentaux se servent aussi bien des recettes et des stratégies chinoises que les Chinois importent toutes les données algorithmiques et toutes les modalités de l'intelligence artificielle qu'on peut instiller au cœur des institutions et de la gouvernance. Mais les Chinois étaient théoriquement bien plus prêts, bien plus disposés. Pour deux raisons. D'abord, le maniement, les maniements de nombres, les combinatoires, les associations de quantités entre elles ont toujours fait partie depuis 25 siècles de sa gouvernance. Bonjour, bienvenue sur Lundi Soir. Bonjour. Bonjour Romain Graziani. Bonjour. Nous vous accueillons pour votre livre Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise. C'est une très grande somme sur, principalement, le légisme ancien de la Chine, mais pas que. Et si ça nous intéressait de lire ce livre en 3 jours, alors qu'il fait 500 pages, et de vous inviter, c'est parce que lundi matin, le journal, il est quand même lié à une tradition politique qui a ses jalons lointains dans certains théoriciens, comme on trouve dans la revue Tikkun. Bon, c'est une revue post-situationniste du tournant des années 2000. Et il se trouve que ces auteurs anonymes de la revue Tikkun avaient trouvé dans le légisme chinois antique une grille d'analyse non subjective de ce qu'ils appelaient l'Empire. Mais eux, ils parlaient de l'Empire libéral contemporain, et ils voyaient en remontant dans un auteur comme Han Fei-tse une grille de lecture du contemporain. Et il se trouve que ce livre fait quelque chose, un geste similaire. C'est-à-dire qu'on traverse 23 siècles, peut-être un peu plus, d'anthropologie culturelle chinoise, de l'imaginaire politique chinois, principalement une tradition particulière qu'on va apprendre à connaître maintenant, mais qu'on voit cette tradition affleurer constamment aujourd'hui dans la Chine contemporaine, dans la Chine post-impériale. L'Empire chinois s'est effondré en 1911. Et d'une certaine manière, le livre, il est marqué par un parti pris de la continuité d'un imaginaire particulier qui jusqu'à aujourd'hui continue d'opérer. Et en même temps, et c'est ça qui fait sa subtilité, c'est que cet imaginaire continu sur 23 siècles, il est constamment confronté à ses ratés, à ses impossibilités, à la conflictualité, à des résistances matérielles qui rendent cet imaginaire finalement presque plus utopique ou dystopique, irréalisable que réel. Et pourtant, ça reste un imaginaire politique qui pose les jalons des structures d'une manière de gouverner qui semble inflexible et irrésistible. Et c'est cette tension entre l'imaginaire d'un gouvernement absolu et ces résistances permanentes qui font que ça ne marche jamais, mais en même temps ça marche, qui fait peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, de plus contradictoire dans le livre. Et donc, pour commencer, le livre s'appelle « Les lois et les nombres », parce que ce que tu avances, c'est qu'il y a un imaginaire et une ontologie du nombre en Chine ancienne qui est au principe d'une manière de gouverner nouvelle qui fera l'Empire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé dès le IVe siècle avant Jésus-Christ à poser le nombre comme principe de gouvernement, comme principe politique de gouvernement, alors même qu'intuitivement on a l'impression que ça c'est très récent, que c'est voire ultra récent, que c'est une gouvernementalité algorithmique du présent. Voilà.
Alors, les lois et les nombres, effectivement, je pense que c'était la formule qui décrivait le mieux ce qui s'était imposé au centre de l'imaginaire politique chinois, et en même temps, c'est l'envers de la tradition européenne, qui sont, très bien résumés par Foucault, les mots et les choses. Voilà, donc les mots et les choses, les lois et les nombres, deux titres tout aussi mystérieux qui, d'ailleurs, ont dû, à l'époque de Foucault et aujourd'hui, donner un quasi-infarctus à certains directeurs de publication et les commerciaux de chez Gallimard parce qu'ils ne voyaient pas de quoi on parlait. Mais vous avez très bien cerné le propos et je salue votre effort sisyphien pour arriver à bout de ces 500 pages. Il vous a fallu une semaine, il m'a fallu 5 ans de travail acharné, une fois que j'avais terminé à peu près toutes mes lectures et toutes mes recherches, ne serait-ce que pour la composition et la rédaction, sachant que j'avais 150 pages qui traînaient comme une sorte de cellule souche à partir de laquelle développer le tout. On écrit effectivement en fonction d'un éclairage présent, en fonction de préoccupations politiques, éthiques qui se posent. Quand on est historien, comme nous sommes beaucoup à produire ce genre d'essais, quand on est un historien, on sait aussi ne pas déformer le passé à la lumière des soucis présents et opérer une distorsion un petit peu scandaleuse avec les faits. Au contraire, je crois que c'est en ratissant au plus près les archives, les sources archéologiques, que l'on arrive à détecter des choses vers lequel notre présent fait signe et qui n'avait pas été détecté, qui n'avait pas été aperçu, parce que les soucis présents n'étaient pas les mêmes il y a 10 ans ou 20 ans. Lorsque Jean Lévy, en 1990, expose de façon magistrale la doctrine de ce qu'on appelle le légisme, qui est la philosophie politique la plus puissante et la mieux incarnée institutionnellement dans les royaumes de l'époque, lorsqu'il formule magistralement la doctrine du légisme, la gouvernance néolibérale ou impériale par les nombres ne s'est pas encore déployée avec les grands processus de globalisation dont nous sommes aujourd'hui les témoins, pour ne pas dire les victimes. Dans le contexte présent, il y a certains textes classiques qui résonnent autrement et beaucoup de sources archéologiques qui ont été mises à jour et qui ont été mises au jour et qui nous montrent l'importance croissante des nombres dont on ne pouvait pas avoir idée à l'époque. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'importance croissante des nombres, etc. C'est pas simplement que les mathématiques se sont développées plus qu'ailleurs, c'est simplement que les nombres ont été pris comme un modèle d'organisation des rapports humains, de restructuration du corps social, de mise en forme de la production économique à un degré jamais atteint auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement de réorganiser autour des paradigmes du nombre, de la quantité et de la mesure la société? Ça veut dire qu'on tente de parvenir à un mode de gouvernance impersonnel qui ne soit pas entaché par les décisions subjectives, par les inspirations personnelles ou par des qualités plus ou moins charismatiques de souverains ou de dirigeants qui ont toutes été diagnostiquées à l'époque, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e siècle avant notre ère, parce que toutes ces qualités subjectives, à l'époque, ont été considérées comme des facteurs d'érosion de l'autorité souveraine, des facteurs d'affaiblissement de la production économique et de valorisation excessive des beaux parleurs et des hâbleurs, au détriment de ce qui fait la force d'un pays, ses sergents, ses généraux, ses capitaines, ses premiers ministres qui se retroussent les manches et font tout pour mettre en œuvre des réformes efficaces. Donc, une gouvernance impersonnelle, dégagée des aléas de la subjectivité, de la finitude humaine et de la corruptibilité de la nature humaine, eh bien, ça supposait un recours magistral au modèle de la mesure et des nombres tiré du monde artisanal et commerçant. En fait, ça part de métaphores très très simples. On dit « je veux un bon menuisier ». Alors on dit « prenez un bon menuisier », mais c'est qui le bon menuisier? C'est pas celui qui va rentrer dans votre maison et savoir calculer
intuitivement la hauteur de la poutre faîtière ou prendre les mesures. Si on lui donne un mètre, n'importe quel artisan un peu médiocre arrivera à un résultat exact. Vous pouvez prendre le plus habile des peintres, si on le prive des outils de la perspective ou des bons pigments pour exécuter une peinture, il n'aura pas le résultat escompté. Il faut doter tous les gouvernants, et donc le gouvernement par extension, d'outils, d'instruments de mesure qui se fondent sur les nombres et qui permettent un exercice rationnel dans lesquels n'entrent pas en compte les qualités personnelles. En fait, se débarrasser des qualités personnelles, du style ou de l'éthique ou de la vertu des gens en place a été le grand geste, et les nombres ont répondu à une certaine volonté de justice et d'impartialité. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que l'imposition d'une quantification générale de la réalité sociale et économique menait aussi à une déshumanisation, d'autant plus que les lois étaient extrêmement sévères et fondées sur des calculs rigoureux qui ne prenaient jamais en compte l'intention des coupables ou des prévenus. Peut-être pour comprendre ce qui se passe au IVe siècle, c'est que, comme vous avez commencé à le montrer, généralement quand on présente l'avènement de cette ontologie des nombres, on l'oppose souvent à un état qui viendrait avant. Ouais, c'est un peu le cas, il y a quelque chose qui vient avant, il y a une forme de pouvoir plus archaïque, plus ancienne, celle des Zhou, et même encore des Shang, qui, elles, continuent à être fondées sur des valeurs, sur la personnalité charismatique, et peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement de l'apparition. Pourquoi on s'est mis à dire qu'il faut mettre en place les nombres, il faut un gouvernement impersonnel, et il faut fonder tout sur des normes objectives plutôt que des règnes charismatiques ou de valeurs, et peut-être pourquoi il y a des limites à cela. La raison de ce grand changement, on ne peut pas l'identifier à une année précise ou avec un ou deux individus en particulier. C'est des changements graduels qui prennent place sur 2 ou 3 siècles, avec des mesures par-ci, des expérimentations par-là dans tel ou tel royaume. Mais la cohérence du processus, on l'aperçoit assez bien. Il y a une volonté de rentabilité, de maximisation des efforts, de rentabilisation des efforts, de maximisation de la production, de l'extraction, pour constituer des royaumes plus puissants et plus riches que ses voisins, dans un contexte d'hégémonie et de guerre, et aussi pour concentrer le pouvoir dans les mains de l'autorité et éviter ce délitement de l'autorité souveraine. Effectivement, nous, on voit ce changement 2000 ans plus tard d'une toute autre façon, non pas comme quelque chose de très novateur par rapport à un vieil ordre moral et seigneurial qu'on a toujours connu. On l'envisage par rapport à ce qui s'est développé après, et on lit les prémices d'un ordre, d'une structure qui s'est pratiquement étendue au monde entier. Et on se demande par quel miracle les recettes d'une gouvernance rationnelle, extractive et maximaliste développée en Chine ancienne se retrouvent dans les méthodes de benchmarking, dans les sortes de philosophies des managers contemporains, qui utilisent d'ailleurs allègrement et à tort et à travers les recettes ou les stratagèmes d'un Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre, pour gérer leur entreprise ou faire leurs affaires. Il y a cette espèce d'étrange connivence, mais je crois que dans l'histoire européenne, on est arrivé par un autre cheminement avec les nombres, à peu près aux mêmes méthodes et aux mêmes techniques à un certain moment. Aujourd'hui, évidemment, tout converge, et des Occidentaux se servent aussi bien des recettes et des stratégies chinoises que les Chinois importent toutes les données algorithmiques et toutes les modalités de l'intelligence artificielle qu'on peut instiller au cœur des institutions et de la gouvernance. Mais les Chinois étaient théoriquement bien plus prêts, bien plus disposés, pour 2 raisons. D'abord, le maniement, les maniements de nombres, les combinatoires, les associations de quantités entre elles ont toujours fait partie depuis 25 siècles de sa gouvernance. Deuxièmement, l'arsenal juridique chinois permet une grande malléabilité du corps social grâce au nombre, puisqu'il y a peu de protection juridique, étant donné qu'il n'y a pas vraiment il y a plus du légal que du juridique en Chine, puisque la notion même de use, associée à l'idée de droit, ne s'est pas du tout développée de façon concomitante aux lois pénales.
Dans le livre, il y a beaucoup de choses, mais peut-être qu'avant d'entrer dans les problèmes que vous posez, peut-être qu'on pourrait dire 2 mots sur les différents personnages fondateurs de ce qu'on appelle le légisme. Déjà, tout simplement, c'est quoi le légisme? Qui sont ces gens? Dans quels états ont-ils sévi? Sous quelle influence théorique ou pratique? Et ensuite, peut-être, on peut voir l'interaction entre leurs idées et la réalité sur 23 siècles. Alors, pour reprendre vos différentes questions et suggestions dans l'ordre, d'abord, j'aimerais dire à nos auditeurs, s'ils deviennent des lecteurs, que j'ai inséré, au risque de faire parfois un peu scolaire, des encarts et des sortes de petits encadrés dans le livre pour faire des sortes d'excursus et expliquer clairement, mais au fond, qu'est-ce qu'on entend par confucianisme, qu'est-ce qu'on entend par légisme, pour faire une sorte de mise au point claire et synthétique et ne jamais prendre pour acquis ce dont je parle pour la Chine. C'est un livre qui est écrit, c'est un livre de synthèse pour les non-spécialistes. Ce qu'on appelle le légisme peut prêter à confusion. Ça n'a rien à voir avec ni la médecine légiste, ni les docteurs de la loi en Occident à la cour du roi, qui effectivement connaissaient les règlements ou la jurisprudence ou la théologie. Ce qu'on appelle les légistes en Chine, c'est un groupe de penseurs qu'on a un peu agglutiné ensemble en disant qu'ils faisaient partie d'une école. Ils ne font pas du tout partie d'une école. En revanche, ils parlent l'un de l'autre au fil des siècles. Ils se réfèrent aux plus anciens. On peut voir une cohérence dans ces penseurs qui essayent de penser le phénomène de la domination absolue, de la concentration absolue dans les mains du souverain, à partir de on peut dire de plusieurs manettes, c'est le mot de ping en chinois, de plusieurs manettes qui actionnent des mécanismes terrifiants pour la population, des mécanismes de contrôle et de surveillance. Alors légis, parce que c'est d'abord la notion de fa qu'on a traduit pour de bonnes et mauvaises raisons par la notion de loi en Occident. Donc ça veut dire qu'en gros, pour les légistes, c'est la loi qui est au centre de l'appareil de commandement et d'organisation du corps social. Alors c'est une loi un peu spéciale dans la mesure où elle a un caractère exclusivement pénal, punitif, et que l'essence même de cette loi se traduit par des mutilations corporelles. Voilà. Alors ensuite, les légistes essaient de donner les lettres de noblesse à cette notion de loi pour en faire une sorte de loi naturelle, pour lui trouver une équivalence avec les grandes lois du cosmos, mais au départ, ça part de considérations extrêmement concrètes sur les différentes formes d'intervention sur le corps. On ne peut pas traduire loi par norme dans ce cas-là, espèce de norme. On peut le traduire par norme, par procédure, par méthode de gouvernement, par recette de domination. Oui, tout dépend du contexte. Alors on l'a traduit par loi, mais il faut effectivement tout de suite dissiper l'équivoque. La loi n'a rien, est totalement décorrélée de l'idée de droit subjectif à protéger dans la population. Et alors pendant longtemps, jusqu'aux années 2000, on avait des textes traditionnels, de magnifiques exposés théoriques de ce qu'était le légisme, par cet auteur Han Fei que vous avez cité, qui a beaucoup influencé idéologiquement celui qui allait devenir le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, mais qui n'a jamais exercé de charge importante en tant que ministre. En revanche, son prédécesseur, Shang Yang, traduit par Jean Lévy, qui a traduit tous ces textes, le livre du prince Shang. Shang Yang, lui, qui vit au IVe siècle avant notre ère, il meurt zigouillé et écartelé en moins 338, à la suite d'une révolte. Shang Yang, lui, a exercé avec une férocité sans entrave le gouvernement du puissant état de Qin et mis en œuvre toutes les réformes qu'il souhaitait mettre en œuvre pour renforcer le pays. Alors, je pourrais citer, il y a plusieurs autres personnages qu'on assimile
aux légistes. Ce qui est important, c'est que le plus important dans notre histoire, c'est que ce ne sont pas de doux rêveurs ou des philosophes de cabinet, ce sont des hommes d'action, des hommes qui tiennent les rênes d'immenses royaumes avec des millions de personnes et qui savent et qui donnent un tour théorique ou philosophique à certaines de leurs considérations, mais qui ont eu une influence décisive pour pétrir le sort d'une partie importante de l'humanité. Donc rien à voir en ce sens-là avec nos philosophes grecs qui ont pu, dont les textes ont pu constituer une tradition extrêmement importante, mais qui n'ont pas directement modelé la vie des Athéniens ou plus tard des Romains. Ce qui caractérise ces différents penseurs légistes et en même temps hommes d'État, du coup, organisateurs, c'est aussi un slogan qui fait le premier chapitre de votre livre, un slogan qui dit « Enrichir l'État, renforcer l'armée ». Enrichir l'État, renforcer l'armée, ce lien entre l'idée d'un enrichissement, d'un accroissement de richesse d'une part, et d'une militarisation de la population d'autre part, de la société, cette convergence entre une gouvernance par le profit économique en quelque sorte, pour l'État, le nantissement de l'État comme vous dites, et une société tournée vers la guerre, par la guerre et pour la guerre, c'est aussi ça qui fait en quelque sorte le succès au départ, pratique, matérielle, de ce petit état, peut-être du Wei, puis après de Tsin, je ne sais pas très bien prononcer. Oui, c'est ça, Wei et Tsin. Wei et Tsin, et qui conduit au premier règne, enfin à la première dynastie impériale, celle de Tsin. Oui, celle de Tsin. Bon, okay. Est-ce qu'on peut expliquer un peu quelle est cette articulation originale, nouvelle, peut-être aussi par contraste avec ce qu'il y avait avant, de l'enrichissement de l'État et du renforcement de l'armée. Et j'ai d'autres questions, mais d'abord ça. D'accord. Alors, c'est aussi clair que la Lune par une belle nuit d'été, sans oublier que la Lune a aussi une face cachée. Donc je vais parler des aspects yin et yang dans cette question. L'aspect le plus visible, c'est que dans un contexte de guerre généralisée, où chacun des grands royaumes est lancé dans une course mortelle vers l'hégémonie, il est naturel, c'est une sorte de réflexe de survie, de vouloir enrichir son pays et le renforcer militairement. Alors c'est pas deux choses tout à fait séparées, puisque on peut dire les champs de labour nourrissent les champs de bataille et vice-versa. Quand on se livre à des conquêtes, on gagne des colonies, des terres vierges, de nouveaux territoires qui eux-mêmes permettent d'accroître les surfaces de rendement, de faire venir plus de cultivateurs, d'augmenter les récoltes qui elles-mêmes vont permettre de nourrir et pourvoir à suffisance l'armée. Cette rotation, elle se retrouve aussi socialement, puisque les armées sont en fait des armées de masse composées d'une piétaille dont la plupart des individus sont des paysans. Donc il y a cette espèce de rotation cyclique dans les activités martiales et agraires, dans le cycle économique où le grain et le fourrage produits par l'agriculture permet de nourrir des armées qui vont elles-mêmes dégager de nouvelles surfaces pour la production agricole. Ah, c'est quelque chose d'assez cohérent. Mais dans la face cachée de ça, qui est assez importante aussi, c'est ce que ce slogan exclut. Fuguo Tiangping, enrichir l'État et renforcer l'armée, ça veut dire aussi que les citoyens désormais ne peuvent plus choisir librement leur carrière pour s'enrichir ou pour récolter des honneurs, hein. Ils ne seront pas artisans, ils ne seront pas commerçants, ce ne seront pas des spin doctors, des conseillers, des rhéteurs, des espèces d'éminences grises à la cour qui ne font qu'intoxiquer par leur jactance la plupart du temps les souverains. Il faut que soit uniquement valorisée la voie des armes et la voie du labour et dissuader au maximum, hein, autant que faire se peut, toutes les autres professions. Il faut remodeler le corps social pour que chaque sujet entre en sujétion, plutôt sous le joug, hein, des activités agraires et martiales, sans penser à d'autres possibilités de carrière. Concrètement, ça veut dire que on va essayer de dévaloriser au maximum, de dissuader par des mesures vexatoires tous les autres genres de professions. Et puis,
quand on est soldat et quand on est paysan, on est par définition fatigué, harassé, abruti par le travail, et c'est la condition psychologique optimale pour permettre de développer l'État sans contestation. Oui, ce point-là, c'est pas seulement une conséquence accidentelle d'un désir d'enrichissement de l'État et de renforcement militaire de l'armée. En réalité, derrière ce slogan, il y a une volonté qui n'est pas une volonté économique de pure rentabilité, c'est pas non plus une autre volonté, je sais pas, théologique ou même... C'est vraiment ce qui fait le centre et qui explique pourquoi telles choses sont recommandées, pourquoi on va, par exemple, exclure... pas vouloir les marchands, pas vouloir de marchands, pas vouloir de fonctionnaires lettrés, etc. C'est principalement l'idée que ce qui doit être entretenu, c'est un maximum de contrôle, un maximum de gouvernementabilité, de gouvernance. Et Shang Yang, c'est assez fascinant de voir ça. C'est quelqu'un un légiste, qui va dire assez explicitement que tout l'intérêt de mettre au travail des masses paysannes le plus longtemps possible, puis ensuite de les faire passer dans la guerre, c'est de garantir, c'est Jean Lévy qui dit ça, un équilibre homéostasique dans la société. Comment, d'une part, en abrutissant les gens de telle sorte qu'ils ne songent pas à se révolter puisqu'ils sont épuisés par un labeur permanent et un temps de travail de plus en plus élevé, et d'autre part, la guerre, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de détruire massivement tous les surplus que produit justement cette intensification du travail agricole. Et en détruisant les surplus, ça évite le luxe, le confort, une sorte de... Et donc, est-ce qu'on peut essayer de voir comment s'articule l'idée qu'en fait, ce qui compte dans ces paradigmes à la fois économiques et militaires, c'est surtout asseoir une domination absolue. C'est-à-dire, il y a vraiment cette exigence d'une domination absolue. Oui. En fait, c'est plus important. Le premier chapitre, je dis, un peu par référence facétieuse, le plus vieux slogan du monde, comme on parle en Occident du plus vieux métier du monde. Mais c'est vrai que c'est les plus vieux slogans du monde, qui est encore aujourd'hui assumé par le pouvoir chinois. Il faut quand même le faire, 2500 ans plus tard. Mais effectivement, si l'État chinois était uniquement mu par la cupidité, il aurait probablement procédé autrement en développant le commerce et la spéculation beaucoup plus. Le fait de vouloir une armée de paysans, c'est aussi une façon de tenir les contribuables sous l'œil de l'État, parce que les paysans, c'est difficile de pratiquer pour eux l'évasion fiscale. Ils sont sédentarisés, on voit concrètement le produit de leur récolte. Les marchands, les spéculateurs, les usuriers, qui sont quand même les banquiers de l'époque, on pourrait en tirer un profit beaucoup plus fort, mais au détriment du contrôle politique qui s'exerçait. Et je crois que la volonté de contrôle et d'uniformisation des modes de contrôle a été quand même plus important que l'enrichissement. On veut l'enrichissement maximal, mais tout en conservant également un degré de cohésion et d'ordre maximal. Il y a une tension parce que dans les textes fondateurs du légisme, il y a un ouvrage de Guan, maître Guan. Et quand vous le décrivez, Zhong Guan et son activité, vous le décrivez comme une sorte de mercantiliste qui est en fait un marchand à l'origine, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, et qui une sorte de trader presque, qui donne des conseils en comment ruser, duper, manipuler les foules, la population pour s'enrichir. Et en même temps, ce mercantilisme-là, c'est aussi ce qui est refusé par d'autres penseurs légistes. Donc peut-être deux questions. La première, quel est le lien entre gouverner et une pratique économique de type mercantile, quelle est l'articulation entre les deux? Et la deuxième question, comment comprendre que d'une part on puisse refuser les marchands, les mettre de côté pour produire une domination, et en même temps que c'est des conseils qui viennent quand même de la mercantilisation du gouvernement, de la gouvernance. Oui, c'est un des paradoxes de cette vie politique antique. Alors, ce maître Guan dont on parle, en fait, on l'appelle maître Guan parce qu'on a mis sous son autorité plein de textes de nature littéraire ou philosophique, parfois méditative ou même des exercices spirituels, mais c'est un puissant premier ministre dans le grand État oriental de Qi au 7e siècle, et
en fait, on le remet en scène pour mettre dans sa bouche plein de conseils, de stratagèmes, d'un cynisme absolu, mais qui sont presque drôles à lire aujourd'hui, parce que c'est dit sans phare et sans la moindre considération pour la vertu, pour la décence, pour les conventions. Donc, Maître Guan, Premier ministre de l'État de Qi, explique au duc Huan, qui est son souverain, comment traire le peuple, comment escroquer les gens, comment leur faire payer 3 fois une taxe, comment mettre des impôts invisibles sur les produits, comment jouer à la hausse, comment forcer les gens à acheter bas ou comment acheter des produits à un prix extrêmement bas en temps d'affluence et puis forcer ensuite la population à acheter au prix le plus haut, en gros maîtriser les fluctuations du marché et même créer insidieusement cette volatilité des prix pour en profiter au maximum. Et on voit très bien que le but c'est d'enrichir l'État, mais c'est pas d'enrichir en fait la population, c'est d'enrichir l'autorité souveraine au détriment de la population, sachant que, et là j'arrive au deuxième point, sachant que tout commerçant qui s'enrichit, tout commerçant, tout artisan, tout usurier, etc. qui s'enrichit, est comme une offense pour l'État. L'État perd de l'argent quand il voit des gens riches constituer des fortunes privées. Donc on aime bien que les commerçants donnent des méthodes, donnent des recettes pour l'enrichissement de l'État, mais on n'aime pas qu'eux-mêmes s'opposent dans une sphère privée et profitent de ces stratagèmes. C'est pour ça que les marchands ne peuvent pas vraiment constituer une classe. En revanche, ils peuvent constituer des conseillers. Mais ça, c'est une version du légisme un peu particulière, parce que quand on regarde les purs doctrinaires politiques comme Shang Yang et Han Fei, ils ne se préoccupent pas du tout des marchands. Pour eux, ce sont des créatures parasitaires. Simplement pour donner une espèce d'illustration d'un des stratagèmes, il y en a un, page 73, que vous décrivez, qui vient du Guangxi. Donc, l'un de ces mauvais tours récurrents dans le Guangxi consiste à les obliger, au moyen de nouvelles ordonnances, d'acquérir des produits ou des ressources dont l'État détient, de droit ou de fait, le monopole, afin de faire monter les enchères sans se donner le désagrément d'en augmenter les revenus de la fiscalité. Guanzong fait ainsi garder, dans la réserve de son seigneur, une espèce de jonc, nommé Jing, puis il s'emploie à faire décréter par la maison royale des Zhou que tous les seigneurs feudataires désireux d'escorter le fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur, lors de ces 2 grandes processions sacrificielles de l'année, devront s'être fait confectionner des nattes au moyen de ce jonc. Les joncs Jing s'arrachent à la criée, leur prix décuple et leur afflue dans la cassette royale. Ce genre de stratagèmes théologico-économiques qui sont captés par un monopole d'État et qui permettent de renforcer ce pouvoir de domination, y compris sur l'activité économique et la spéculation. Alors dans les écrits de Maître Guan, il y a... Les exemples abondent, il faut soi-même se faire une douce violence et en citer un ou deux, mais c'est vertigineux. La liste des stratagèmes retors avec des queues de renard argentés, de nouveaux sacrifices qu'on invente, des nouvelles modes qu'on lance à la cour pour forcer tous les gens à acheter des teintures violettes dont le roi évidemment détient le plus grand nombre évidemment dans ses coffres. Tout est organisé à l'avance. On organise la pénurie, on organise la spéculation au profit de l'État, et il y a des pages et des pages et des pages. Je n'ai jamais vu l'équivalent ailleurs. C'est assez amusant à lire, c'est assez effrayant. Alors ça, on ne sait pas si ça a été mis en œuvre et si ça l'a été par qui et dans quel contexte exactement, contrairement aux archives historiques que je défriche dans le livre. Avant d'aller sur la question de la confrontation entre cet imaginaire politique et la réalité, les tensions, les opposants, etc., peut-être on vient d'énumérer plein de stratagèmes qui constituent en quelque sorte une sorte d'arsenal de la domination absolue, mais qui a l'air d'être fondé sur de la rouerie, des ruses, etc. Pourtant, on a commencé cet entretien en parlant d'une espèce de domination par les nombres et de domination objective, transparente, égale à elle-même, etc. C'est parce que dans le légisme, il y a une tension qui est problématique, c'est-à-dire parfois contradictoire, entre l'idée d'un gouvernement par la loi, comme vous l'avez dit, Fa. Dans le livre, vous parlez même de Fa, la loi, comme d'un algorithme, d'une pensée algorithmique, peut-être. Et en même temps, d'un autre côté, il faut
rendre réelle cette loi inflexible et transparente et lisible. Et ça en passe par plein de ruses, de filouteries, etc. Et au centre de ce dispositif, on a l'empereur qui nous apparaît comme double de l'extérieur et qui devrait pas l'être normalement, puisque d'un côté il doit être aussi transparent et invisible et inflexible et objectif que la loi, et de l'autre côté, il semble démultiplier dans l'obscurité des stratagèmes duplices, des ruses, etc. Donc peut-être, pour aller vers la théorie, premier point, première question, comment la loi FA s'articule-t-elle au stratagème à travers cet empereur au centre? Quel est le statut de l'empereur en tant que personne ou en tant que garant de cette loi, etc. Dans la conception légiste du pouvoir politique? On va parler du souverain plus que de l'empereur, dans la mesure où les textes légistes qui sont élaborés pendant la période des royaumes combattants s'adressent en fait à des chefs d'État territoriaux, dont un qui deviendra à la fin le premier empereur. Alors oui, ça crée un peu les conditions de création idéologique de l'Empire chinois, mais à l'époque, il n'y a encore que des rois ou des souverains d'État. Alors, oui, certains penseurs disent la loi, c'est presque une sorte de pilote automatique, une sanction, il faut lire qu'on a fait ci, voilà la récompense ou la... alors, parce qu'il y a aussi des récompenses, il n'y a pas que des punitions. La récompense, tant de têtes coupées, tant de récompenses, tant d'hectares, tant d'esclaves, etc. Tant d'avantages fiscaux, tant d'avantages sur les droits de succession. Voilà, parce que j'ai ramené tant de têtes dans un chariot. C'est intéressant, juste peut-être pour en parler. Quand la guerre devient numérique, c'est-à-dire quand on n'évalue plus le courage à une valeur impalpable. Oui. Plus les qualités martiales, mais les services rendus qui se comptent objectivement, quantitativement. Si on aide quelqu'un sur le champ de bataille, bon, ça se voit pas trop, mais en revanche, si on ramène 4 têtes, on peut les peser, les compter. Voilà. Mais on est toujours tenté ensuite de prendre la tête d'un pauvre paysan qui passe, qui ne se bat pas, et de le maquiller pour en faire un soldat. Donc il y a tout un exercice d'authentification des têtes aussi. Et puis il y a des litiges, parce que quand les soldats dorment, il y en a qui vont piquer les têtes du voisin. Évidemment, on dit non, c'est à moi. Donc ils se prennent la tête, si je puis dire. Voilà. Donc il y a des processus de vérification. Enfin, tout ça devait être très gore en fait, sur le retour du champ de bataille, devait empester, devait être assez... Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir effectivement qu'il y a une objectivation de ce qu'on appelle les services rendus à l'État, ou les mérites qui ensuite vous accordent des degrés de dignité dans la société. Alors, il y a ces récompenses ou il y a ces châtiments, et en fait, c'est la loi qui décide. Ça devrait dégager le souverain de tout travail laborieux, il n'a plus à être le nomothète, le sage législateur, le juge, le magistrat, à enquêter. Normalement, c'est assez clair. Alors, s'il y a cette espèce de conversion arithmétique ou de tarification de la loi, il faut penser que tout le reste, dans la bureaucratie, dans l'organisation, dans la logistique, doit se faire selon le même schéma. Alors c'est très pratique parce que le souverain n'a plus grand-chose à faire, d'où les théories du non-agir. Mais en fait, les légistes qui sont malins... C'est-à-dire les théories du non-agir ? Les théories du non-agir, en fait, c'est ce qu'on a encore dans les sociétés libérales aujourd'hui. Quand vous pensez que tout est calculé par des algorithmes, tout est fait à coup de nudge, tout est fait à coup d'ingénierie sociale, il n'y a plus d'interlocuteurs humains, il n'y a plus de décisions, il n'y a plus de débats, il n'y a plus de disputes personnelles. Normalement, tout est fait, tout est imposé, il y a un verdict qui tombe et ça doit être incontestable. Un peu comme si vous circulez en voiture, vous voyez un feu rouge, vous vous arrêtez, si vous vous arrêtez pas, c'est indiscutable. Vous êtes filmé, on vous voit en train de passer le feu rouge. Imaginez si avant vous aviez « S'il vous plaît, arrêtez, laissez passer telle personne parce qu'elle attend depuis une heure. » Ça serait de la contestation, des disputes. Celui qui aurait le plus de tchatch ou le plus de force physique arriverait à s'imposer. Là, il y a quelque chose d'objectif. Les lois, ça doit fonctionner de la même façon. Si je vous dis votre table, elle fait 72 cm de diamètre, et j'ai 1 mètre, et on vérifie, et vous ne pourrez pas contester ce que je dis.
La loi, elle doit fonctionner comme ça. Les procédures bureaucratiques comme ça. Et à ce moment-là, c'est du non-agir parce que moi, j'ai pas rédigé une argumentation pendant des heures à vous pousser, à vous hurler dessus parce que j'ai raison. C'est là, le résultat, il est inscrit. Comme on peut marchander avec un brocanteur pendant 1 heure sur un objet, mais quand il vous montre un objet il fait une addition sur sa calculette, c'est incontestable. C'est ce caractère incontestable, objectif, public, qui doit prévaloir et qui vous dispense à chaque fois de vous retrousser les manches, de venir agir, de venir combattre, débattre, disputer pendant des heures. Ça, c'est une des versions du non-agir. Et l'autre plus cynique, c'est que les légistes sont des gens extrêmement intelligents et perspicaces et qui sont confrontés à souvent des souverains, des chefs de royaume, des ministres stupides, fainéants, immatures, et qui ne sont là que parce qu'ils se sont donné la peine de naître, comme disait l'autre, comme disait le Beaumarchais, et donc voilà, on est content aussi de dire non mais restez les bras croisés, et les jambes en tailleur, et nous chargeons de faire le travail. Donc il y a aussi une version un peu opportuniste du non-agir. Oui, parce qu'il y a un aspect de l'empereur, ou du souverain, du coup, chez les légistes, c'est que parfois on a l'impression qu'il disparaît en tant que personne, et ça veut pas tellement dire Enfin, il y a 2 possibilités, soit c'est-à-dire qu'il est suffisamment intelligent, apte, il a une telle maîtrise de lui-même qu'il arrive à se retirer, à ne montrer aucun affect, et donc ne pas être manipulé par son entourage, soit ça veut dire qu'il pourrait être n'importe qui, une grenouille, un bout de bois, etc., n'importe quel médiocre, et la loi fonctionnerait quand même parce qu'elle est finalement normative, objective, bureaucratisée par des corps d'inspecteurs, etc. C'est ça. Quand on a une technocratie, on s'en fiche d'avoir un monsieur normal au pouvoir. On n'a pas besoin d'un monsieur exceptionnel. On n'a pas besoin d'un homme providentiel. Et ça, c'était aussi le pari des légistes, c'était d'avoir un État qui marche, une administration efficace, quelle que soit la personne, le tempérament ou les connaissances de la personne qui arrive au pouvoir. On se dit un tel ou un tel, au fond, ça sera sensiblement pareil. Et donc, juste... oui, c'est ça, en fait, d'une certaine manière, la technocratie naît dans la Chine du IVe siècle, en quelque sorte. Oui, je pense que les principes théoriques de la technocratie, ils naissent à ce moment-là. Quand on dit en fait que des procédures impersonnelles doivent se substituer au mode de décision personnel, qu'il faut éliminer tout débat et toute argumentation, il faut que les gens n'aient plus le choix. Oui, on en est, et que le savoir correspond à une politique, à une compétence, et qu'on ne recrute pas les gens sur leurs vertus ou leurs qualités humaines en général, mais sur leurs compétences dans un secteur particulier de l'administration. Je crois qu'on est effectivement clairement dans une technocratie. Oui. Mais en même temps, tout ce qu'on dit semble décrire une sorte de machine parfaite, presque de manière anachronique, presque cybernétique. Et en même temps, quand on lit le livre, on tombe presque tout le temps sur des accros, de la corruption, de la prévarication, de la subornation, des gens incapables, des gens qui cachent, voire même, il semble que la seconde dynastie, enfin la deuxième dynastie après la première, celle des Tsin, celle des Han, elle vient d'un mécanisme en quelque sorte incontrôlé, de réaction à l'inflexibilité de certaines lois qui frisent presque, pas forcément l'arbitraire puisqu'elles sont lisibles et connues par tous, mais qui paraissent irrationnelles au point de vue de la matière, de la réalité. Et il y a le fondateur de la dynastie Han, c'est quelqu'un qui a juste pas voulu subir le châtiment réservé à celui qui, je ne sais plus exactement quoi, arrive en retard. Oui, c'est ça. Il menait un groupe dans un pénitencier. Il escortait un groupe d'hommes arrêtés. Il a été retardé par des glissements de terrain. Certains, à la faveur de ces inondations, se sont évadés. Donc c'était la peine de mort pour lui. Donc il a préféré se révolter et s'insurger avec les détenus plutôt que de subir le sort réservé à un petit fonctionnaire comme lui. Yupon, oui. Oui, c'est un destin assez fascinant. Du coup, ça montre que cette norme ne s'impose pas tranquillement
et qu'elle implique quelque chose qui est l'information, c'est-à-dire au moins une espèce de frénésie de surveillance massive. Et on saute quelques chapitres, mais dans le chapitre 7, il me semble, qui s'appelle Surveillance et suggestion de l'âge du fer à l'ère digitale, vous faites comme ça une espèce d'histoire du passage d'une surveillance théologique, si on veut, du prince par les dieux, par le ciel, à une surveillance de la population par l'œil du souverain ou du prince. Et il y a cette phrase qui synthétise un peu ce mouvement. « L'histoire de la surveillance en Chine commence au ciel pour finir sur terre ». Eh bien, peut-être qu'on peut essayer de comprendre ce mouvement historique, et aussi cette thèse que vous soutenez à l'intérieur de ce chapitre, qui est il n'y a pas de discontinuité radicale entre la surveillance contemporaine qu'on peut constater en Chine à travers plein de dispositifs très différents, Skynet ou d'autres choses comme ça, donc peut-être on pourra parler. Oui, Sharpeye, Skynet, oui, bien sûr. Et ce qui, au IVe siècle avant notre ère, était proposé par les légistes. Donc d'abord, quel est ce processus qui fait que on pense d'abord la surveillance du souverain par des forces surnaturelles, par le ciel, et puis lentement ça devient l'inverse, c'est le souverain qui surveille toute la société. Oui, c'est assez fascinant comme ça de passer du ciel à la terre et puis dans une sorte d'aller-retour. Le ciel, ça a été la grande fiction politique inventée à la fin du 2e millénaire, avant notre ère, la grande fiction politique qui a servi à moraliser l'exercice de l'État et à faire croire à la population qu'il y avait un pacte entre le ciel, le souverain et le peuple, et que le souverain régnait sur le peuple parce qu'il avait été choisi par le peuple, parce qu'il avait été choisi par le ciel, et qu'il avait des missions, des devoirs, une responsabilité vis-à-vis du peuple, pour la première fois. L'idée que le ciel surveille le souverain, c'est l'idée du mandat du ciel, c'est-à-dire qu'un souverain désormais ne peut plus faire n'importe quoi, il doit nourrir, il doit éduquer son peuple, il doit veiller à sa population. S'il commence à se livrer à la débauche, à des espèces d'orgies sauvages ou s'il se vautre dans la boisson ou la cruauté, alors le ciel qui le surveille à chaque instant va lui lancer quelques avertissements. Si les avertissements ne sont pas écoutés, oust pour la famille royale, et on en choisit une autre. Donc il y a cette idée d'une surveillance du roi et petit à petit de ses officiers. Alors qui fait sentir ça? Qui veut instiller cette idée? On ne sait pas bien parce que ces rédacteurs sont anonymes, mais l'idée c'est attention, vous êtes surveillés, on vous regarde, il faut être responsable de vos actes, et voici les vertus que vous devez dont vous devez vous faire les gardiens et les exemples vivants. Et ça, c'est intéressant parce que ça caractérise une époque particulière qui est celle des Zhou. Oui, l'époque des Zhou. Et en même temps, c'est une époque pré-légiste, pas celle de la domination absolue dont on parle depuis tout à l'heure. Et cette époque, avec ce contrôle par le ciel du fils du ciel, du souverain, elle ressurgit à travers un discours que vous citez à la fin de ce texte, un discours d'un ministre de Xi Jinping qui tombe en disgrâce en 2021. 2023. 23. Li Keqiang, voilà. Oui. Alors, il cite, effectivement, il tombe en disgrâce et il rappelle en fait les premiers textes de la dynastie des Zhou qui dit « Attention, le ciel surveille tout, il ne laissera pas impunis vos mauvaises actions ». Un texte qu'on peut comprendre comme dirigé vers Xi Jinping, qui serait comme métaphoriquement dépositaire du mandat du ciel et qui a beaucoup démérité. Et en disant, il sera, lui aussi sera puni. Une façon de le dire à mot couvert. D'ailleurs, ça réactive une très vieille tradition chinoise de se servir des textes les plus anciens pour faire passer son propos.
non pas en disant c'est comme dit ce texte-là, hein, non pas en faisant une analogie ou une métaphore, simplement en se contentant de citer le texte ancien et tout le monde comprend ce qu'on est en train de dire. Donc c'est un usage assez habile qui fait partie des stratagèmes diplomatiques chinois. Mais l'autre chose, entre-temps, il y a quand même eu 2500 ans de surveillance très très concrète dans les quartiers, dans les maisons. On essaye de monter le père contre le fils, le voisin contre son copain d'armée dans la même escouade, d'arriver à une surveillance mutuelle, à des délations obligatoires, à des punitions collectives, et en essayant d'instaurer des processus de surveillance quasiment automatisés. Alors, ils sont un peu comme Jules Verne, ils n'ont pas les moyens techniques, ils décrivent un futur qui arrivera pratiquement tel quel, il dit il faut une automaticité, mais ils prennent les images rudimentaires qu'ils ont sous les yeux en absence de technologie. On ne sait pas, un animal, il n'y a pas besoin de se cacher derrière un arbre et quand il surgit, de lui tomber dessus. Sinon, il faudrait poster 3000 personnes derrière des arbres à sauter sur des lapins. Il vaudrait mieux des pièges automatiques qui capturent l'animal quand il passe dessus. Il vaudrait mieux des filets qui s'abattent automatiquement et qui prennent tous les oiseaux qui passent. Cette idée d'une surveillance et d'une capture généralisée qui couvre tout le territoire et qui soit absolument automatique et qui ne dépende pas des qualités de perspicacité, de perception, de vigilance des agents, je pense que c'est quand même les principes de la surveillance numérique d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, vous montrez dans l'imaginaire politique légiste 3 régimes de métaphores, un régime de mesure, les poids et les mesures, le fléau de la balance, qui est d'ailleurs le mot qui sert à désigner le pouvoir. Oui, le pouvoir, c'est ça, le terme Chuan. Oui. Un deuxième niveau de métaphore mécaniste, là c'est les leviers, les arbalètes, les ressorts, les déclics. Et qui permettent la démultiplication de force, de puissance, de libération. En retenant de la puissance, on peut la libérer d'un coup. Et le dernier niveau de métaphorisation qui est la chasse prédatrice, la cinégétique, c'est-à-dire l'art de la capture, les filets, la pêche, etc. Et on dirait bien que là, on a un enchevêtrement imaginaire, technopolitique, qui anticipe des dispositifs qui nous parlent, au point que, justement, tout à l'heure, on l'a évoqué, le grand dispositif de surveillance chinois s'appelle Skynet, il me semble. Non, Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Sharp Eye, Skynet, c'est des expérimentations, et puis il en arrive toujours de nouveau, parce que l'État fait des offres, comme ça, des marchés, et puis ensuite, des prestataires répondent, et mais j'ai cité ce qui, ces dernières années, étaient les dispositifs numériques les plus aboutis pour aboutir au recoupement de nombreux renseignements et de bases de données. Ça, en fait, c'est une collaboration d'ailleurs assez intéressante entre le privé et le public pour assurer cette surveillance contre lesquelles, au fond, il y a peu de réticence en Chine. Parce que si je dis que ça marche mieux, c'est que non seulement il y a une habitude de maniement des nombres et l'idée d'une sorte de gouvernance automatisée, mais aussi parce qu'il y a une sorte de ductilité ou d'obéissance, ou comme on dit aujourd'hui, de compliance de la population vis-à-vis de pratiques qui, en Occident, nous paraîtraient démesurément intrusives. J'ai failli commencer cet essai par cette drôle d'expérience dans la gare de la ville de Hangzhou. Il y a des toilettes publiques, mais pour avoir du papier hygiénique, il faut regarder la caméra. Et il y a une reconnaissance faciale, et ensuite il y a une distribution d'un certain segment du rouleau qui descend. Et alors, les gens ont quand même protesté, parce que s'il y a une mère qui a envie d'aller aux toilettes et puis qu'elle emmène en même temps son petit, ben non, s'il n'y a pas eu un temps de latence suffisant, on ne redistribue pas du papier toilette à la maman pour son enfant. Ça n'est qu'un exemple de situations qui peuvent s'avérer en fait extrêmement humiliantes et désobligeantes, et le fait d'avoir à présenter son visage pour obtenir du papier toilette est quelque chose
chose de terrible. Alors, les responsables de la gare ont quand même répondu face aux pressions de la population et de journalistes que sinon les gens sont mal élevés, ils viennent, ils embarquent les rouleaux et qu'il valait mieux ce système-là, et que d'ailleurs si on attendait 2 minutes, on pouvait avoir une autre ration de papier hygiénique et qu'il fallait pas en faire tout un plat. Mais c'est quand même des méthodes que je trouve assez choquantes, qui ont quand même fait réagir la population locale, mais qui nous disent bien dans quel système infernal on arrive à se retrouver avec ce système de surveillance, où même l'acte le plus humble et le plus intime dans la vie sociale, qui suppose quand même une sorte de sanctuaire, où on ne va pas regarder au centimètre près la mesure de papier dont on a besoin, va être scruté avec un algorithme qui peut nous refuser l'entrée à ce moment-là. Voilà. Ça aurait été une bonne entrée en matière, si je puis dire, sur le gouvernement des corps par les nombres. Mais d'une certaine façon, il y a une sorte de moralisation par le dispositif où il faut présenter son visage pour pouvoir avoir du papier toilette pour se torcher les fesses. D'accord, très bien. Il y a une moralisation, il y a un dressage, parce que ça arrive dans la rue, si vous avez une drôle d'allure ou vous faites 10 fois l'aller-retour dans une rue, vous avez une attitude suspecte et tout de suite on vient vous voir. C'est arrivé. Où il y a des détecteurs qui repèrent, par exemple, qu'un homme vit dans tel quartier, le quartier de Chaoyang, par exemple, à Pékin, qu'il a pris une chambre dentelle à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire du trafic, on débarque. En fait, il avait une maîtresse, tout simplement, mais il y a cette intrusivité du pouvoir par cette surveillance qui devient problématique. Et là encore, c'est une surveillance par le non-agir. C'est des détections, c'est des signaux, c'est des codages où on n'a plus besoin de gens qui espionnent concrètement, on n'a plus besoin de la même logistique matérielle qu'auparavant. Un ami avant cet entretien m'a parlé d'une hypothèse d'interprétation de pourquoi c'est si accepté facilement les dispositifs de contrôle social, de surveillance en Chine, et par exemple ce qu'on appelle le crédit social, qui est un système de notation de points de la confiance et du crédit qu'on peut accorder à quelqu'un, et donc après ça autorise des droits de déplacement, des avantages, etc. Ou des restrictions, évidemment, à l'inverse. Et apparemment Cédric Durand soutient l'hypothèse que ça a permis de domestiquer le caractère brutal, cruel, presque mafieux de l'introduction du capitalisme en Chine, et que ça ferait partie d'une sorte de compensation cybernétique de la défiance généralisée qu'aurait produit l'esprit mercantile capitaliste d'arnaque, de stratagème, Moi, je pense pas que ce soit très juste pour plein de raisons, et puis votre livre semble plutôt dire non, en fait il y a aussi un très long imaginaire, un paradigme très enraciné sur plusieurs siècles de culture chinoise, mais en même temps ça pose quand même cette question de pourquoi les gens ne se révoltent pas, surtout de notre point de vue à nous, qui avons tendance à nous dire qu'il y a une impossibilité consubstantielle au gouvernement qui est constamment contradictoire, et que le premier réflexe quand quelqu'un vient avec un carnet pour évaluer le nombre de têtes coupées sur le champ de bataille ou peu importe, c'est quand même de le rejeter. Du coup, comment on explique une certaine forme de réception, de passivité vis-à-vis de ce dispositif, et est-ce que cette passivité est si réelle que ça? En fait, il y a les deux. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le système de crédit social, il n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans Black Mirror en Chine. Il ne faut quand même pas exagérer. Il est mal en point, il est insuffisamment développé, il est plein de trous, et la plupart des gens en Chine sont complètement indifférents à ce système. Il n'y a pas à chaque interaction des points qui montent ou qui descendent. Le système de crédit social, il a été une extension du système de ce crédit bancaire mis au point aux États-Unis sur le capital de confiance qu'un individu pouvait avoir quand il souscrivait à une assurance, à un emprunt, lorsqu'il avait affaire à une institution financière. Parce qu'en Chine, il y avait beaucoup d'escroqueries, on passait d'une province à l'autre, on contractait des dettes, on montait des sociétés, c'était une sorte de capitalisme assez sauvage. Bon, l'idée ensuite du gouvernement chinois, ça a été de procéder à une sorte d'extension de ce système d'évaluation pour assurer une note globale aux citoyens
citoyens qui prennent en compte les études, les infractions dans la vie civile, et d'arriver à une notation avec un système de représailles qui prive de voyages, qui prive des moyens de payer par certaines applications. Et effectivement, dans certains cas, c'est absolument dramatique. Mais deux personnes qui se connaissent ne vont pas regarder quelle est la note de crédit social. Alors, oui, c'est beaucoup plus ancien, même si les Chinois se sont inspirés de ce système de crédit aux États-Unis. Il y a quand même une habitude de la notation individuelle, des indicateurs de performance, des notes globales, comme j'ai essayé de le montrer par exemple avec ces registres de bonne conduite dans les milieux taoïstes et bouddhistes, où selon les bonnes et les mauvaises actions, on gagne des miles vers le paradis, ou bien on revient à la case départ avec tout son solde négatif à la fin de l'année. Donc il y a une habitude, et puis il y a un arsenal quand même juridique, militaire, extrêmement développé et très répressif en Chine, qui ne favorise pas non plus les révoltes de grande ampleur. Quand on voit la facilité avec laquelle des vauriens, des voyous et des inconscients sont portés au pouvoir dans une démocratie comme les États-Unis, en fait, on n'a pas tellement lieu de s'étonner qu'un peuple qui a subi toujours pendant 2500 ans des traditions très autoritaires se fasse assez vite à ce système de notation et d'évaluation. En fait, il est moins coercitif et moins apeurant aujourd'hui que, pour moi, la situation politique, par exemple, qui règne aux États-Unis. Dans le texte, dans votre livre, il y a un moment où, sans trancher, mais plutôt en exposant des éléments de réflexion, vous posez quand même la question de savoir si on peut identifier le régime chinois, voire légiste, antique et contemporain. Mais surtout, je crois que c'est d'abord antique, oui. Au concept de totalitarisme. Est-ce qu'on peut lui appliquer la notion de totalitarisme ? Et comme vous y répondez pas dans le livre, je vous demande pas d'y répondre, mais quels sont les éléments que vous exposez pour la réflexion, si on les synthétisait un peu rapidement, qui pourraient nous permettre de trancher par nous-mêmes ? En fait, il y a deux grandes écoles. On peut considérer que le totalitarisme répond d'abord à un vœu, à une prétention, à une aspiration de l'État. Quand l'État dit notre contrôle, notre surveillance, c'est sans limite, qu'il n'y a pas de droit pour les individus, qu'il n'y a pas une sphère incompressible de vie privée ou individuelle, moi je considère que c'est du totalitarisme. Quand on dit c'est l'État qui prend en charge toutes les procédures éducatives, c'est l'État qui édicte toutes les normes, c'est l'État qui dicte ce qu'est la vie intellectuelle avec une forte censure, et c'est l'État qui définit ce qu'est le souverain bien et le juste, pour moi c'est du totalitarisme. Il y a une autre école qui est par exemple celle vers laquelle semble tendre l'ouvrage très intéressant de Yuval Noah Harari, Nexus, qui dit qu'un État totalitaire ne pouvait naître avant les grandes technologies de l'âge moderne, la radio, la télévision, la propagande de grande ampleur, sans parler aujourd'hui évidemment de l'IA, des algorithmes, des modes de surveillance, parce que simplement, dans l'Antiquité, il n'y avait pas les moyens. Alors il prend l'état de Tsin auquel il règle un sort en quelques pages, pour dire que c'est la première grande expérience, une sorte de laboratoire du totalitarisme. À mon avis, moi qui ai quand même passé pas mal de temps dans les archives chinoises, si on essaye d'imaginer ce que pouvait être la vie d'un paysan, d'un soldat ou d'un fonctionnaire de l'administration Tsin, ça n'est guère plus rassurant que celle que devait connaître un bureaucrate soviétique sous le stalinisme. Pour moi, c'est du totalitarisme. On vous dit, demain vous déménagez, vous n'avez pas le droit à cette carrière, vous n'avez pas le droit d'écrire ça, tout est scruté, on a toujours peur de la délation, dès qu'on se retrouve dans une chicane ou dans un conflit, on a extrêmement peur des sanctions de la loi, on ne se sent jamais protégé par rien. Moi, je parlerais en ce sens-là d'une forme de totalitarisme à l'antique, oui, qui s'est beaucoup raffiné et qui a donc pu raffiner sur son emprise à l'époque moderne. Mais pour moi, c'est pas un anachronisme de parler de totalitarisme à cette époque-là. Personnellement, il y a un problème théorique qu'on trouve chez Han Fei, ou chez les légistes en général, mais surtout chez Han Fei, problème théorique que je trouve intriguant, énigmatique, c'est celui des ingouvernables.
parce que par postulat, par principe, la théorie légiste n'a pas d'adversaire. La théorie opposée au légiste, c'est-à-dire l'hypothèse d'un gouvernement par la bienveillance, etc., c'est confucéenne, le Rennes, eh bien, pour un légiste, c'est juste une fiction. C'est une contradiction dans les termes. Si vous affirmez la position légiste, l'autre n'existe juste pas, ne fonctionne pas. Et pourtant, dans le corps des réflexions de Han Fei, apparaît des figures, au moins 3, qui sont aussi présentes dans votre livre. La figure du saint, du saint homme, qui est ermite, qui tranquillement veut vivre de ses ressources propres, de la pêche, de l'agriculture, etc., et qui n'est pas du tout manipulable. Pour des raisons qu'on n'a pas explicitées, peut-être ce sera l'occasion d'expliciter pourquoi il n'est pas manipulable, parce que, au fond, son intérêt ne s'aligne pas sur l'intérêt de l'État, parce qu'il n'a pas peur ni des châtiments, ni des récompenses. Et il n'est pas attiré par les récompenses. Donc on a le saint, on a le justicier errant, itinérant, une espèce de personne, et puis on a le brigand, le très grand brigand, le brigand qui ne se repent pas et qui va dans une spirale de brigandage. Et donc on a ces 3 figures de personnes qui sont intraitables par le gouvernement légiste, mais tellement intraitables que Han Fei n'a qu'une seule solution, l'extermination des saints, des brigands et des justiciers itinérants. C'est un problème qui me fascine, parce que d'une certaine manière, c'est la réfutation en acte de l'idée que ce pouvoir-là peut être total. C'est que s'il faut exterminer une partie des gens, c'est que c'est une partie des gens qui n'entrent pas dans ce pouvoir. Alors il est total dans la mesure où ce qu'il considère comme un corps étranger ou indépendant, il s'applique à l'éliminer. Et en fait, il finit par créer la réalité dont il part au départ. Donc il rend le champ empirique, le monde concret, conforme à sa description de départ, en mettant effectivement les criminels et les sages dans le même panier. Mais eux sortent de l'axiomatique du gouvernement. C'est ça, il faut donc les supprimer, c'est-à-dire que tous ceux qui prétendent à une certaine indépendance dans leurs valeurs, dans leur mode de vie, dans leur subsistance, sont de toute façon perçus comme un outrage, une insulte et même une menace pour l'État qui laisserait supposer qu'il est possible de vivre en dehors de la sphère de l'État. Même s'ils ne sont pas des brigands, ils ont une exemplarité. Même s'ils ne sont pas des brigands, oui. Ils pourraient donner l'exemple, ils pourraient donner envie aux gens de délaisser leur charrue et d'aller vivre là-haut dans les montagnes, ou de vivre de leur prêche. Ce sont des gens dangereux. Par ailleurs, je précise que dans l'histoire chinoise, les ermites sont plutôt... ont une position très ambiguë, parce qu'en fait ils sont souvent payés par l'État, ils reçoivent des prébendes, ils partent en famille, et ils cherchent souvent à se faire reconnaître et à se signaler en tant qu'ermites pour marchander aussi les avantages de leur position. C'est quelque chose de très ambigu. Oui. Mais parce qu'il n'y a pas énormément de textes opposés à la tradition légiste. Même si, par exemple, on pourrait penser que les confucéens seraient opposés aux légistes, en réalité, on voit apparaître, c'est Jean Lévy qui disait ça, mais ici aussi, on voit apparaître une sorte de superposition du confucéisme, de la bienveillance, du culte des ancêtres, de la ritualisation, avec une structure matérielle légiste. Et donc, eux, c'est pas vraiment une opposition, ça fonctionne ensemble. En revanche, il y a un auteur qui semble sortir du lot, revendiquer la multiplicité plutôt que l'unité, etc. C'est le Zhuangzi. Zhuangzi. Et comment expliquer que c'est si rare, et comment expliquer que lui cette tradition anarchisante existe? Alors, 2 choses. Les légistes, ils s'opposent aux confucéens, principalement sur l'idée que l'État doit être formé de gens vertueux, et que le devoir du souverain, c'est de déployer une sorte de pédagogie de la vertu auprès du peuple. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Il faut juste empêcher les gens de faire le mal, plutôt que de les convaincre de faire le bien. C'est beaucoup plus rapide, et avec justement des procédures, des normes et des lois, on y arrive très bien. Donc existe le gouvernement par la vertu. D'autre part, Zhuangzi, que l'on classe pour de bonnes et de très mauvaises raisons comme un auteur taoïste, il ne savait même pas ce que voulait dire le mot taoïste,
fait exception dans la mesure où il ne développe absolument pas une pensée de la souveraineté ou de la communauté politique qui puisse rejoindre le débat entre les confucéens et les légistes. Il est le seul à ne pas prêcher l'unité politique, la réunification du pouvoir. Il montre les méfaits et la nocivité sur le plan psychologique, sur le plan psychique de l'exercice du pouvoir. Il montre comment les sujets d'un royaume sont des êtres asservis et abrutis comme des animaux qu'on aurait torturés et parqués comme des bêtes pendant des siècles. En ce sens-là, il fait exception parce que il n'est pas... il fait pas partie il ne fait pas partie d'un ensemble de positions qui débat et qui seraient des positions interchangeables. Il n'a même pas d'éléments communs pour débattre et rejette l'ensemble de ces penseurs parce qu'il n'accepte pas leur postulat. C'était une dernière chose, peut-être. Vous parlez de Mao dans le livre. Et c'est autant que je le voudrais. J'ai supprimé tout un long chapitre sur Mao. Il y a très souvent des passages de critique, évidemment, du maoïsme, de sa forme de politique. Et ce qui est assez intéressant avec Mao, c'est qu'il a étudié Shangyang, c'est-à-dire un légiste, il a écrit un mémoire dessus, et puis il se revendiquait presque comme si on dit. Oui, comme le premier empereur. Voilà, il faisait ressurgir cette tradition, voilà, très ancienne. Et pourtant, c'est, vous l'écrivez, un pur délire historique. C'est-à-dire que toutes les recommandations légistes, pragmatiques, rationnelles, réalistes, si on veut, même s'il y a encore des limites internes, il les a appliquées sous une forme tellement délirante que ça a produit des catastrophes. Peut-être que... qu'est-ce qu'on peut dire de cette interaction entre cet imaginaire qui se présente comme pragmatique, rationnel et réaliste, et c'est pourtant un imaginaire pragmatique, rationnel et réaliste en apparence, en tout cas c'est contre certaines pratiques utopistes, et en même temps quand il est mis en œuvre, il peut être mis en œuvre sur un mode délirant, c'est-à-dire sur un mode irréaliste, non pragmatique et destructeur. Oui, on pourrait dire que Mao était pragmatiste et réaliste dans la mesure où il a voulu tirer la Chine de la pauvreté, développer l'industrie lourde, la doter d'un arsenal nucléaire, augmenter le rythme de productivité des récoltes. Mais en même temps, on voit que l'imaginaire politique des nombres en Chine, il en a fait un usage complètement délirant. Il donnait n'importe quoi comme quota, il n'avait aucune culture économique, il était incapable de raisonner en écoutant des experts. Donc c'était selon les inspirations du jour, des espèces de bouffées délirantes qui le faisaient atteindre des chiffres, des quotas, des agendas de production qui étaient devenus complètement irréalistes. Personne n'osait protester, puis il était obsédé par l'idée de rattraper la puissance américaine et de devenir même la puissance nucléaire la plus puissante en ce monde. Alors il avait conçu une sorte de feuille de route qui s'était affranchie des principes élémentaires de la réalité et de toutes ces contraintes. Donc en ce sens-là, le légisme n'était plus qu'une sorte de jeu formel où il faut évidemment respecter des quotas, des indicateurs, des chiffres, des quantités, mais tout ça, ça occultait évidemment l'arbitraire de l'imposition au départ de ces chiffres et de ces normes qui n'avaient plus rien de réaliste. En cela, il n'était pas si différent du premier empereur qui avait écouté les leçons des légistes mais s'était réfugié dans une espèce de mégalomanie d'où il échafaudait des plans somptuaires qui devenaient impossibles et même intolérables pour sa population. Il a précipité sa population au désespoir sans écouter les leçons des légistes qui disaient qu'il fallait toujours jouer entre le fait de harasser, de surmener sa population mais de ne jamais le pousser à la révolte ou au désespoir. Et Mao et le premier empereur ont franchi cette ligne et dès leur mort, il a fallu changer les choses dans les deux cas. C'était devenu insupportable. Okay. Merci beaucoup Romain Graziani. Merci Blaise et de ces questions et de cette lecture tellement minutieuse. Ça fait honneur à mon essai. Je me dis que je n'aurais pas sué pour rien, broyer du noir ou passer des nuits blanches en vain. Oui, j'étais étonné par l'utilisation du terme non-agir pour parler du nudge et de la surveillance algorithmique.
et des dispositifs, de ces dispositifs de pouvoir, parce que le terme précisément est un terme qui est l'occurrence la plus répandue de la traduction du Wu Wei dans le taoïsme. Oui. Et donc, alors qu'a priori, à mon sens, et aussi du coup pour un non-spécialiste, le Wu Wei semble être plutôt à l'inverse un terme non autoritaire, le terme plus absolument non autoritaire, Oui. le laisser être le plus grand possible. Et donc voilà. Est-ce que ça me semble volontaire? Je me questionne trop. En fait, le Wu Wei, qui veut dire non-agir, toutes les écoles de pensée, tous les penseurs s'amusent à reprendre cette formule et à l'adapter à leur mesure, à leur réforme, à leur vision du monde. Donc le Wu Wei, le non-agir version légiste, ça peut aussi consister à imprimer des tropismes, des habitudes, des incitations par le jeu des mécanismes ou des récompenses sans qu'on ait à vociférer des ordres toute la journée. Et c'est ce qu'on appellerait le non-agir. On n'a pas un sergent, un caporal, un adjudant derrière chaque homme qui lui hurle ce qu'il faut faire, mais la présence de la loi ou de dispositifs de surveillance ou d'incitation économique en jouant sur la cupidité permet naturellement de favoriser les intérêts de l'État. Mais c'est un agir déguisé. Puisque la loi a été mise en place à un moment donné. Oui, ça a été mis en place, mais ça veut dire qu'on n'a pas à intervenir dans le cours d'une situation en s'interposant, en interférant, qu'ensuite les choses coulent un peu de source. Et en ce sens-là, c'est comme les nudges, c'est qu'on n'a pas besoin de dire faites ceci, faites cela, de venir vous convaincre. Ce sont des espèces de signaux qui sont lâchés, qui interviennent d'eux-mêmes, qui sont presque automatiques et qui toute la journée vous influencent un peu, par opposition à l'effort laborieux pour aller vers chaque personne. En ce sens-là. Alors, du coup, je me demande, est-ce que j'ai pas été induit ou en tout cas biaisé par des lectures de certains sinologues français qui en font une certaine lecture, du coup plutôt anarchisante et plutôt anti-autoritaire, alors que finalement peut-être que le taoïsme et le non-agir, le Wu Wei, est beaucoup plus multiple dans son utilisation, quoi. Oui, il est très multiple. Il n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire dans le Zhuangzi sur le non-agir, où il y a par exemple l'idée dans le non-agir de laisser tous les êtres vivants accomplir leur nature sans autorité externe, sans ordre, sans structure de commandement. C'est pas du tout l'idée que s'en font les légistes. Le légiste, c'est au départ, il faut essayer d'éviter de contraindre physiquement en intervenant à chaque moment, mais de mettre en place des dispositifs un peu comme des pièges ou des sanctions qui tombent automatiquement et qui vous épargnent un surcroît d'efforts. C'est tout à fait différent, oui. Et ça vous semble pas complètement contradictoire avec les textes taoïstes finalement, ou ça semble être de votre point de vue? Ah si, ça vous semble être alors, une sorte de manière de tordre ça? Est-ce que ça vous semble cohérent? Mais pas vraiment, c'est comme... parce que souvent des notions comme ça, quand c'est des grandes notions en Chine, comme celle de Tao ou comme celle de non-agir, à un moment donné, ça n'a pas un contenu précis, c'est plus des valeurs. Si je prends dans notre tradition, je veux dire l'authenticité ou la vérité, alors l'extrême droite et l'extrême gauche, les nazis et les communistes, les naturalistes et les transcendantalistes, les empiristes, etc., ils vont tous accorder un contenu positif à ces notions-là. On n'est jamais contre la vérité, on n'est pas contre l'authenticité, mais ils vont l'affecter d'une vision, d'un contenu sémantique différent à chaque fois. Je crois que c'est un mécanisme qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Il y a quelques mots qui sont comme des icônes ou comme des valeurs et auxquels ensuite on imprime un tour très différent. Et le non-agir, il fait partie de ces notions-là en Chine. Donc chacun s'en sert un peu à sa sauce, si vous voulez. Alors il y a des utilisations un peu plus opportunistes, effectivement politiques, chez les légistes. Mais le principe, c'est toujours d'arriver à dégager l'agir humain de l'effort, de l'intervention, de la peine qu'on se donne et que les choses coulent de source. Dans le système politique légiste, les gens n'aiment pas trop tout ce les coups de fouet, les punitions, les menaces, etc. Mais au bout de 2-3 générations, ils s'y font.
Et regardez les générations qui sont nées sous le stalinisme, ils prenaient la délation, la surveillance, etc. Ils naissaient dans ce milieu-là et c'était peut-être mieux reçu que les premiers dissidents des années 20 ou des années 30. Donc là, c'est du wu-wei, c'est-à-dire c'est du non-agir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout recréer à chaque instant. Voilà. Et puis, je ne sais pas exactement qui a inventé la tradition taoïste, mais le Tao Te Ching, Oui. Le livre de la voix et de sa puissance, Oui. de Lao Tzu, qui est un peu la référence du taoïsme. Oui. Quand on lit ces textes, on peut les lire comme des traités politiques, comme des traités du gouvernement. D'ailleurs, c'est ce que fait Han Fei-Tse dans un des chapitres. C'est un commentaire du Lao Tzu dans lequel il explique comment Lao Tzu présente des propositions pour bien gouverner. Et par exemple, non-agir, c'est simplement laisser faire de telle sorte que ce soit automatique, mais ça ne veut pas dire ne pas faire des petits gestes à certains moments. Et par exemple, il y a une image que j'aime bien, c'est diriger un grand État, c'est faire frire des petits poissons. Et j'aime bien cette idée parce qu'au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire faire frire des petits poissons. Mais en fait, quand on fait frire des petits poissons, il faut les mettre délicatement dans l'huile, pas y toucher, les retourner une fois, pas y toucher. Parce que si on les touche tout le temps, ils éclatent en morceaux. Et du coup, il y a cette idée de non-agir qui est laisser faire. Mais pas laisser faire sans orientation, sans dispositif, sans automaticité. Bref, je sais pas.